Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Pauline de Malherbe. Merci de répondre à mes questions ce matin sur AMC, BFM TV. Vous êtes ministre de l'économie, des finances et de la relance. D'abord une question sur les prix de l'essence. Le 21 octobre dernier, quand Jean Castex a annoncé le fameux chèque de 100 €, l'indemnité inflation, le litre de gazole coûtait 1,57 €. Le litre de sans-plomb était à 1,67 €. Au moment où on se parle, en moyenne sur la France, le gazole il est passé à 1,62 € le litre et le sans-plomb 95 à 1,68 €. Ça veut dire que ça a continué à augmenter par rapport au moment où déjà on disait que c'était le feu. On fait quoi ? On agit comme on le fait depuis 3 mois. Vous parlez des prix des carburants. Si on reprend l'ensemble des prix de l'énergie, ils ont tous augmenté. Le gaz, l'électricité et effectivement les prix du carburant. On est à 1,62 € à peu près le prix du diesel, du litre de diesel comme vous l'avez indiqué. Ça fait 3-4 mois qu'avec le Premier ministre, avec le Président de la République, nous avons anticipé cette hausse massive de tous les prix de l'énergie sans exception. Pour une raison qui est simple, c'est que nous avons une reprise économique qui est très forte. Donc il y a des besoins d'énergie partout dans le monde et il y a un manque d'énergie, il y a un manque de gaz, il y a un manque de pétrole, il y a un manque d'électricité partout dans le monde. Donc les prix augmentent. Aucun autre gouvernement européen n'a fait autant que nous pour protéger les Français contre cette augmentation des prix. Là, on a gelé les prix du gaz. Vous allez me parler de l'électricité et du gaz et je comprends parfaitement. Une seconde sur les prix de l'électricité. Les prix du gaz, ils sont gelés, c'est déjà une première décision. Enfin, nous sommes aujourd'hui le 18 ou le 19 janvier. Le 1er ou le 2 février prochain, les Français vont recevoir leur facture d'électricité. Ils vont faire comme tout le monde, ils vont soit la voir sur le net, soit ils vont ouvrir la petite enveloppe assez désagréable. Et au lieu de voir 900 ou 1000 €, c'est la facture en moyenne, ils auraient dû voir au 1er ou au 2 février 1350 ou 1400 €. Vous imaginez le choc quand vous ouvrez en début d'année cette enveloppe et que vous voyez que votre facture d'électricité est passée de 1000 € à 1350 ou 1400. C'est le montant que ça aurait été si vous n'aviez pas bloqué les prix. Exactement. C'est le montant exact qu'un Français en moyenne aurait eu à payer si jamais nous n'avions pas dépensé 8 milliards d'euros pour l'État en supprimant la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, 8 milliards de pertes de recettes fiscales pour l'État, et si nous n'avions pas demandé un effort à EDF, que je salue d'ailleurs, parce que c'est un effort important pour EDF. On y reviendra d'ailleurs parce qu'un certain nombre de salariés d'EDF c'est juste pour montrer l'ampleur de la protection que nous avons apportée. Mais si vous le faites pour EDF, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas pour les prix de l'essence ? Pourquoi est-ce que vous ne jouez pas sur les taxes ? Il y a une vraie différence, c'est que nous produisons l'électricité, nous ne produisons pas de pétrole. Oui, mais par contre, on produit les taxes. Quand vous baissez les taxes sur les prix du carburant, dans le fond, vous financez les importations de pétrole venues des pays du Golfe. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure réponse. La réponse que nous avons apportée, parce que nous avons apporté une réponse avec Jean Castex, c'est l'indemnité inflation. Cette indemnité inflation, elle était là précisément pour protéger les Français contre ce que nous avions anticipé, cette augmentation des prix du carburant, 100 € pour 38 millions de Français, pour près de 4 milliards d'euros de dépenses. Je rappelle d'ailleurs au passage que tous ceux qui aujourd'hui nous disent « Ah, mais vous devez faire ceci, vous devriez faire cela », j'entends les Républicains nous dire cela, mais ils avaient refusé l'indemnité inflation au Sénat. La majorité des Républicains au Sénat avaient refusé cette indemnité inflation. Nous avons anticipé, nous protégeons et nous restons évidemment très vigilants sur ces augmentations. Vous n'envisagez pas de passer la TVA sur l'essence à 5,5 %. L'Europe commence à ouvrir la porte à cette possibilité, c'est-à-dire considérer l'essence comme un bien de première nécessité. Et je peux vous dire que ce matin sur RMC, ils étaient nombreux à montrer que c'était leur première nécessité. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'alternative. Mais vous savez, à peine de manière, je suis élu dans le département de l'Eure. Donc je peux vous dire que depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vous êtes alerté, j'imagine. Je suis alerté par tous ceux qui font 90 km aller, 90 km retour, parce qu'ils viennent de Danville, ils viennent de Nonancourt, ils viennent d'Évreux, ils viennent sur Paris, ils font l'aller-retour dans la journée, ils sont ruraux, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, ils n'ont pas d'autre choix que de faire le plein, et ça leur coûte très cher. C'est bien pour ça, une fois encore, que nous avions mis en place cette indemnité inflation. Sur la baisse des taxes, je veux juste rappeler les chiffres. 5,5% de TVA, c'est faisable. Je mets les chiffres sur la table. On ne pourrait pas le faire uniquement pour l'essence, mais ça c'est un débat technique, c'est à nous de résoudre les problèmes techniques. Je donne juste les chiffres. 10 centimes d'euros de moins le litre, c'est-à-dire sur un plein de 50 litres, 5 € en moins. C'est 5 milliards. C'est 5 milliards. Donc il faut bien mesurer les coûts que ça représente, ce que les Français vont percevoir et le manque à gagner
pour l'État, le manque à gagner pour les services publics, le manque à gagner pour tous les autres Français. Précisément, vous dites le manque à gagner. En réalité, ce serait un moins gagné. C'est-à-dire que ces taxes sur les prix de l'essence, on l'a bien compris, c'est mécanique. C'est-à-dire que plus le prix de l'essence augmente, plus mécaniquement, ce que vous mettez, vous, dans la poche avec les taxes, forcément augmente. Donc, il y aurait un peu moins d'augmentation de recettes, quoi. Ceux qui nous disent que l'État se met de l'argent dans les poches quand il y a une crise énergétique sont soit des ignorants, soit des menteurs. L'État perd beaucoup d'argent quand il y a une crise énergétique. D'abord, pour une première raison simple, c'est qu'il dépense beaucoup d'argent, plus que n'importe quel autre pays européen, pour protéger les Français. L'ensemble des mesures que j'ai indiquées, l'indemnité inflation, le chèque énergie que nous avons augmenté, je le rappelle, 100 € de plus, ce que nous avons fait sur EDF, ce que nous faisons pour plafonner les prix du gaz, l'ensemble de ces mesures. La facture, 15 milliards d'euros pour l'État. 15 milliards d'euros pour l'État qui ont déjà été dépensés, engagés pour protéger les Français sur le gaz, sur l'électricité et sur l'essence. Est-ce qu'il faut faire plus? Moi, je vais être très clair avec vous. Je ne ferme aucune porte. Bien entendu, depuis des mois, j'ai alerté sur l'augmentation des prix de l'énergie. Depuis des mois, avec le président de la République, avec le Premier ministre, nous prenons des mesures qu'aucun autre pays européen n'a prises pour protéger les Français. Je vais continuer, comme je le fais tous les jours, à suivre les prix des carburants, les prix de l'essence, les prix du diesel, voir s'il y a des mesures complémentaires qui sont nécessaires. Nous ajustons les dispositifs en permanence, mais aucun autre État, je le redis, depuis 3 mois, n'a eu le courage de prendre des mesures aussi fortes. On vous a bien entendu, faut-il faire plus? Je ne ferme aucune porte. Je ne ferme aucune porte, bien entendu, parce que je le redis, je vois à quel point ça pénalise des millions de Français obligés de prendre leur voiture, en particulier dans les territoires ruraux. Moi, je pense à une infirmière libérale qui fait des centaines de kilomètres dans la semaine, qui voit qu'elle ne gagne pas beaucoup plus et que ça lui coûte beaucoup plus de prendre sa voiture. Je peux vous dire que c'est des gens auxquels je pense tous les jours. Et pour eux, les 100 €, ils ont été vite dépensés. Vous parliez à l'instant de ce que vous aviez fait pour bloquer les prix de l'électricité. J'imagine bien là que vous êtes pris en tenaille parce que d'un côté, je vous dis comment on fait pour baisser la facture des particuliers et de ceux qui doivent payer EDF. Et puis de l'autre, vous avez les employés d'EDF qui sont très inquiets finalement parce que eux, ils disent et ils menacent de faire grève, ils s'apprêtent à faire grève, ils vous reprochent de faire perdre 8 milliards d'euros à EDF et donc d'organiser, je les cite, la destruction d'EDF. Les salariés d'EDF n'ont aucune raison d'être inquiets. D'abord parce que nous avons toujours soutenu EDF. Et je rappelle que là, les prix sont hauts. Mais enfin, quand les prix étaient bas, il y a un soutien financier qui a été apporté, 10 milliards d'euros de recapitalisation d'EDF qui a été apporté par l'État. Donc lorsque les prix sont bas et que du coup c'est moins rentable pour EDF, l'État est aux côtés d'EDF. Lorsque les prix sont élevés, bien sûr que c'est un choix politique qui est difficile à faire, celui que nous avons fait avec Emmanuel Macron, avec Jean Castex. Mais ma responsabilité de ministre de l'économie et des finances, c'est de protéger des millions de Français contre cette augmentation de factures dont je vous ai parlé. Et je considère qu'à partir du moment où l'État a 85% du capital d'EDF, c'est une entreprise publique qui doit servir le public et répondre à un motif d'intérêt général. Et quand il faut prendre la décision, nous n'avons pas le bras qui tremble. Vous n'avez pas le bras qui tremble et vous ne laisserez pas tomber EDF. Mais je ne laisserai jamais tomber EDF. Je ne laisserai jamais tomber des salariés. Et avec le président de la République, comme avec le Premier ministre, nous avons déjà sur la table toutes les options qui doivent permettre de continuer à soutenir. On ne va pas aujourd'hui détailler techniquement, mais je veux que les salariés entendent très clairement que d'une part, nous allons continuer à investir dans EDF puisque nous avons le projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires qui, d'un point de vue stratégique, est absolument décisif pour EDF. C'est la décision prise par le président de la République. Et en deuxième lieu, nous sommes aux côtés de cette grande entreprise publique qui fait la fierté des Français, dont le dévouement des salariés fait la fierté des Français. Je veux que chacun des salariés d'EDF entende, nous ne vous laisserons jamais tomber. Et s'il y a des besoins, nous répondrons aux besoins d'EDF. Un mot sur le pain, parce qu'il y a quand même presque un dilemme quasi philosophique, ou en tout cas économique, et qui est sonnant et trébuchant. C'est cette question autour de la baguette à 29 centimes d'euros qui a été lancée par les centres Leclerc. Est-ce que vous dites oui, super, ça permet aux plus modestes de pouvoir acheter des baguettes et d'en acheter plus, ou est-ce que vous dites non, parce que ça casse la concurrence, et notamment vis-à-vis des artisans boulangers? Je dis que nous sommes un pays où il faut qu'il y en ait pour tout le monde, et que chacun puisse avoir le choix. D'ailleurs, c'est la grande chance que nous avons de vivre dans un pays libre comme la France, où les prix sont fixés librement. Et donc, vous pouvez aller chez Leclerc acheter une baguette. Michel-Édouard Leclerc indiquait que c'était 29 centimes. Le prix de la baguette chez Leclerc, elle a toujours été entre 25 et 35 centimes. Donc, dans le fond, on n'a fait qu'une moyenne. Le mois précédent, elle était déjà à 30 centimes.
Donc tout ça n'est pas très éloigné de la réalité. Après, si vous avez envie de vous faire plaisir et d'aller acheter une baguette chez un artisan boulanger qui, là aussi, est un des éléments de notre culture, et payer votre baguette 90 ou 95 centimes, vous avez la liberté de le faire. Donc je pense que ça ne pose pas de difficulté que le consommateur ait cette liberté d'aller soit chez un artisan boulanger, il paiera un peu plus cher, il aura une baguette de très grande qualité, soit aller chez Leclerc parce qu'il y a un petit problème de pouvoir d'achat qu'il doit acheter sa baguette 25 centimes. Si on reste dans les supermarchés, les autotests, ils sont en vente aujourd'hui dans les supermarchés et officiellement, ça devait s'arrêter le 31 janvier. Est-ce que vous poursuivrez cette possibilité? Ça, c'est des décisions que nous prendrons en Conseil de défense avec le Président de la République, avec le ministre de la Santé. Je pense que c'était une bonne chose déjà qu'il soit dans les grandes surfaces. Vous avez annoncé hier un peu de rab pour le quoi qu'il en coûte, notamment pour le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel. Si je comprends bien, s'ils ont perdu 30% de leur pouvoir d'achat, alors l'État prendra en charge 20% des charges salariales. Qui, comment, sur quelle période, comment ça va marcher? Ça va marcher sur les mois de décembre et de janvier. Quand vous regardez la situation économique globale de la France, hier j'étais avec mes collègues ministres des Finances de la zone euro et de l'Union européenne. La France est un des pays qui s'en sort le mieux. Vous avez un prix Nobel d'économie, Paul Krugman, qui vient de faire un grand article en une du New York Times, un grand quotidien américain, pour dire de tous les pays développés, le pays qui s'en sort le mieux de cette crise économique, c'est la France. Alors on le dit pour autant, partout le New York en Times Europe. d'habitude nous vante pas tellement. On le dit donc, aux États-Unis, c'était à la une. On le dit à la table du Conseil des ministres des Finances européens. On dit chapeau, bravo, quelle croissance de l'emploi, le taux d'emploi le plus élevé depuis 50 ans, 1 million d'emplois créés en l'espace de 5 ans, une réindustrialisation qui commence. Et puis, quand vous êtes en France, on a un peu plus de mal à être fier de ce que nous avons réalisé. Je ne le dis pas pour le gouvernement ou pour moi-même, je le dis pour les salariés, pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, à qui on doit ce résultat. Chapeau, et tant mieux pour la France. Mais il y a un certain nombre d'entreprises, des restaurateurs, des bars, de l'événementiel, des traiteurs, qui ont encore des difficultés, qui continuent de souffrir. Donc ma responsabilité, c'est de les accompagner. Je suis là depuis le premier jour, nous serons toujours là jusqu'au dernier jour. Pourquoi vous n'avez pas gardé l'idée des 30%? C'est-à-dire, s'il y a 30% de moins de chiffre d'affaires, vous prendriez en charge 30% de la masse salariale. Parce qu'on veut un dispositif qui soit le plus précis possible et où chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Donc ils ont maintenant l'activité partielle à 100% dès qu'ils perdent 65% de chiffre d'affaires. Ils ont la prise en charge des coûts fixes dès qu'ils perdent 50% de leur chiffre d'affaires. Et ça va être très rapide. Si l'indemnisation est de moins de 50 000 euros, elle est quasiment automatique pour qu'il n'y ait pas de problème de trésorerie pour un hôtelier ou pour un restaurateur. Le Premier ministre a ajouté hier cette mesure très importante. Si vous perdez qu'une petite partie, ceux qui vraiment ont un coup dur, ils ont perdu que 30% de leur chiffre d'affaires, ils auront droit à la prise en charge de leur masse salariale à hauteur de 20%. Et aujourd'hui, c'est une décision importante, je sais qu'elle est très attendue par des centaines de milliers de petits entrepreneurs, de TPE, de PME, de restaurateurs aussi. Nous allons signer avec le gouverneur de la Banque de France, avec la Fédération bancaire française, un accord sur la possibilité de décaler le remboursement de son prêt garanti par l'État et d'étaler le remboursement. Il était fixé à 6 ans. Vous pourrez l'étaler jusqu'à 10 ans pour ceux qui sont le plus en difficulté. Donc ils vont pouvoir étaler le remboursement. Bien sûr. C'est très important. Et c'est extrêmement important parce que je sais que... Vous commencez à avoir quand même le couteau sous la gorge. Vous savez, j'étais hier rembourser. au téléphone avec un restaurateur de ma circonscription dans l'Eure qui me disait, voilà, moi je vois arriver cette échéance de mois d'avril avec beaucoup d'inquiétude. Je sais que dans quelques mois ça ira beaucoup mieux, mais là je suis le couteau sous la gorge. Je ne vais pas m'en sortir. Je dis, mais tu vas t'adresser à la médiation du crédit, tu vas montrer que tu as des perspectives de développement, que tu ne peux pas rembourser tout de suite, que tu demandes un décalage de 6 mois. C'est pas automatique, il va falloir qu'il nous démonte. Il faut qu'il le démonte, il faut qu'il aille voir la médiation du crédit. Ceux qui vont bien vont avoir un étalage et ceux qui vont mal, précisément, ça va aller encore plus mal. Mais ça n'ira pas plus mal pour ceux qui vont mal. L'idée, c'est de tendre la main à ceux qui ont fait les efforts de redressement, qui ont des perspectives de redressement, mais qui là sont effectivement le couteau sous la gorge et qui disent « donnez-nous un peu d'air ». Eh bien nous allons leur donner l'air dont ils ont besoin. Un mot sur les taxis, sur les boulangeries qui souffrent du télétravail là pour le coup. Et notamment, alors les taxis, ils vous appellent le matin sur RMC et ils vous disent que parfois ils sont en train d'attendre depuis plus de 2h30 aux gares et aux aéroports et qu'il ne se passe rien. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour eux? Moi je suis prêt à recevoir, comme je le fais depuis maintenant 2 ans, toutes les professions qui sont en difficulté. Je pense surtout que la meilleure protection, ça a été rappelé d'ailleurs, ça a été le pass sanitaire, c'est-à-dire nous permettre de maintenir quand même un certain niveau d'activité,
6 milliards d'euros qui ont été épargnés grâce à cela, grâce au pass sanitaire qui a protégé l'activité économique. Et là, leur difficulté, c'est le télétravail. Oui, mais du coup, c'est les conséquences du télétravail. Justement, du coup, sortir le plus vite possible de l'épidémie, c'est ce que nous arrivons à faire aujourd'hui. Nous aurons un conseil de défense sortir le plus vite très possible prochainement. Du télétravail. Est-ce que je peux entendre ça un peu entre les lignes dans ce que vous dites, Bruno Le Maire ? Permettre à l'activité de revenir à la normale, le plus vite possible. Voilà, en gros, je le vois dans votre regard, pour ceux qui nous écoutent à la radio. Qu'est-ce qu'ils souhaitent, les économistes ? En fait, c'est qu'on revienne à la normale. Mais on en a tous marre de la pandémie, on en a tous marre des contraintes que ça nous impose. J'ai des enfants qui sont scolarisés. Je vois à quel point c'est compliqué, c'est difficile pour tout le monde dans sa vie quotidienne. On fait des projets, puis on est obligé de les annuler. Mais est-ce que quand c'est dur pour tout le monde, et les Français font preuve de beaucoup de force d'âme dans cette épreuve. Est-ce que quand on voit quand même que finalement Omicron n'a pas des conséquences aussi dramatiques que l'on pouvait le craindre, est-ce que vous vous dites pas, bon, on va quand même relever le plus vite possible cette obligation de télétravail pour les entreprises ? Nous verrons en Conseil de défense. Prudence. Ma position est constante. Il faut trouver le bon équilibre entre la protection sanitaire et la possibilité d'avoir une vie normale. Mais je souhaite évidemment qu'on puisse revenir à la normale le plus vite possible. Il aura lieu quand, ce prochain Conseil de défense ? Vous avez déjà une date ? Je ne peux pas vous donner de date précise, mais il aura lieu prochainement. Il aura lieu prochainement. Un peu de politique, parce que sur ces questions de pouvoir d'achat, les autres partis, les candidats font leurs propositions. Proposition de Valérie Pécresse hier soir sur BFM TV. Pour le pouvoir d'achat, elle propose de transformer les RTT en salaires. Pourquoi pas ? J'ai écouté un certain nombre de propositions. Elle a fait des propositions sur les carburants, notamment sur le forfait réel, qui ne sont pas inintéressantes. Et je pense que dans cette période-là, plutôt que de jouer la querelle politicienne, il faut prendre toutes les bonnes idées, d'où qu'elles viennent, pour servir les Français. Donc celle-là, je ne l'ai pas étudiée. Monnayée en salaire ? Je ne l'ai pas étudiée, ça peut d'abord exister pour certaines professions. J'ai regardé en revanche la proposition qu'elle a faite, parce que c'est le sujet qui me préoccupe le plus aujourd'hui, sur l'indemnité, le forfait kilométrique, avec un barème où sur l'impôt sur le revenu, vous pouvez déduire les frais que cela représente, les frais réels. Pourquoi pas ? Vous voyez, toutes les idées que j'entends qui me paraissent intéressantes. Ça, c'est également la proposition d'Éric Zemmour qui dit qu'il faut faire payer aux entreprises la moitié des frais kilométriques du trajet domicile-travail. En l'espèce, ce serait l'État, puisque ce serait une baisse de l'impôt sur le revenu. Alors, ça ne concerne que ceux qui payent l'impôt sur le revenu. C'est une proposition qui a été faite par Valérie Pécresse hier soir. Je ne la trouve pas inintéressante. On va étudier, on va la regarder. Moi, je suis au service des Français. Et le fait que les entreprises puissent prendre une partie, justement, du kilométrage ? Il faut simplement faire attention à ne pas pénaliser une très petite entreprise du bâtiment ou des transports publics qui, déjà, elles, doivent payer l'essence pour ces camions et qui est déjà pénalisée, elle aussi, par l'augmentation des carburants. Faisons très attention à ça. Et puis, il y a des idées qui ne tiennent pas la route. Quand je vois que Marine Le Pen nous dit sur l'électricité qu'il aurait suffi de baisser la TVA et que notre solution n'est pas la bonne, nous, notre solution, elle protège non seulement les Français, les ménages, mais elle protège aussi les entreprises, les petites entreprises, les TPE, les PME, alors que la TVA, je le rappelle à Madame Le Pen, la TVA, les entreprises ne payent pas de TVA sur l'électricité, donc ça n'aurait pas protégé les entreprises. Mais si je vous écoute, les propositions de Valérie Pécresse, il y en a un certain nombre où vous vous dites pourquoi pas. Vous pourriez, à un moment, vous savez, on se dit, est-ce qu'il y a tant de différences que ça entre une Valérie Pécresse aujourd'hui et vous qui étiez finalement son ami dans son parti il n'y a pas si longtemps ? Mais il y a très peu de différences, je le dis depuis des mois, ce que je considère depuis très longtemps. Je connais Valérie Pécresse, c'est une candidate qui est tout à fait respectable. Je considère que quand vous regardez l'espace politique aujourd'hui, il y a ceux qui prônent la décroissance. Très bien, c'est pas ma crèmerie, mais ça existe et il y a des arguments pour le défendre. Je pense que c'est mauvais pour les Français, que ça conduira à l'appauvrissement des Français, mais c'est un espace politique. Il y a ceux qui expliquent que la seule solution se trouve dans le repli, le nationalisme. Ça n'est pas non plus ma solution, même si je crois à la nation française. Et puis, il y a ceux qui défendent la politique que nous menons avec le président de la République, bâtir une nouvelle croissance, avec plus de prospérité et plus de respect de l'environnement. Et je ne vois pas très bien en quoi Valérie Pécresse se distingue de ce que nous défendons et surtout de ce que nous faisons avec le président de la République. Bruno Le Maire, vous étiez où pour les vacances, pour le réveillon ? J'étais comme d'habitude au Pays Basque. Vous auriez pu aller à Ibiza ? Je trouve cette querelle injuste pour Jean-Michel Blanquer. C'est quelqu'un qui, depuis près de 5 ans maintenant, s'est battu pour que l'école reste ouverte pendant la pandémie, qui s'est battu pour la restauration des savoirs fondamentaux, qui s'est battu pour le dédoublement des classes. Puis là, il reconnaît lui-même une maladresse et tout le monde crie « haro sur le baudet ». Moi, dans la fable de La Fontaine, « haro sur le baudet », ça m'a toujours profondément dégoûté. Cette fable est violente. J'invite chacun à la relire pour voir comment peut fonctionner la cour, la politique, la vie publique française. C'est pas très digne.
Donc moi, je défends Jean-Michel Blanquer. Je considère que c'est un grand ministre de l'Éducation nationale qui fait très bien son travail. Et passons à autre chose, parce que ce qui compte, c'est l'avenir de notre système éducatif, c'est l'avenir de nos enfants. C'est pas de savoir où chaque ministre a passé ses vacances. Et on relira Haro sur le Baudet, donc la Exactement. fable de La Fontaine. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, merci d'avoir répondu à mes questions sur RMC BFM TV. Il est 8h52.